Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction des deux activités que vous aviez à traiter pour ce jour. Donc une activité qui s'intitulait Vitamine C et une seconde qui s'intitulait Comment décrire le mouvement d'un point. Donc cette activité Vitamine C est en réalité un exercice que j'ai donné l'an dernier à la classe de seconde que j'avais sur le chapitre 5, sur le chapitre préparation de solutions. Donc il reprend, cette activité reprend pas mal de notions vues dans ce chapitre. La préparation de solutions par dissolution, la préparation de solutions par dilution, la concentration en masse, la différence masse volumique et concentration en masse. Donc on va revenir sur tous ces points en corrigeant cette activité. Donc on vous dit, vous avez affaire à un comprimé solide de vitamine C contenant 500 mg de vitamine C qui est dissous pour préparer 500 ml de solution aqueuse. On note S1 la solution obtenue, on souhaite la diluer 5 fois afin d'obtenir une solution S2. Donc première question, identifier le soluté et le solvant de la solution S1. Je rappelle que le soluté c'est l'espèce minoritaire de la solution, c'est donc ici la vitamine C en poudre. Le solvant c'est l'espèce majoritaire de la solution, comme la solution est dite aqueuse, c'est que le solvant est l'eau. Petit 2, nommer la méthode de préparation de S1. Donc là, on assiste à une dissolution. On met un soluté dans un solvant. C'est donc bien une dissolution. Le protocole expérimental, eh bien, on introduit à l'aide d'une capsule de pesée le comprimé réduit en poudre dans une fiole jaugée de 500 ml. On rince la capsule contenant la poudre avec de l'eau distillée. On récupère les eaux de rinçage dans la fiole jaugée. On remplit la fiole jaugée à la moitié avec de l'eau distillée. On bouche et on agite et la solution maintenant prête. Il va ensuite calculer la concentration en masse CM1 de la solution S1. Alors la relation déterminer la concentration en masse, eh bien c'est la concentration en masse, la masse de soluté sur le volume de solution. Donc la masse de soluté ici c'est 3 grammes, c'est également 510 litres. Donc on a 510 3 grammes divisé par 510 3 et donc ça nous fait 1 gramme litre moins 1 pour l'action en masse. On a beaucoup parlé de la solution S1, on va passer à une solution obtenue par la dilution 5 fois de la solution S1. On vous demande donc de solution S2. Donc on sait qu'on doit diluer 5 fois de solution S1 pour avoir la solution S2. Donc on a ici une solution qui est diluée 5 fois. Donc comme elle est diluée 5 fois, son facteur de dilution c'est 5. Donc la concentration en masse de la solution mère divisée par la concentration en masse de la solution fille qui est aussi égale au volume de solution fille divisé par la solution mère est égal à 5. Donc ça signifie que comme le volume de solution fille est égal à 50 ml, eh bien le volume de solution mère sera égal à 50 ml divisé par 5, soit 10 ml. On vous demandait ensuite d'élaborer un protocole expérimental permettant de préparer 50 ml de solution S2 à partir de la solution S1. Donc on voit bien ici qu'il s'agit d'une dilution puisque on va rajouter du solvant dans une solution. Donc, eh bien, dans un bécher de 50 ml, on verse environ 20 ml de la solution mère, puis on prélève 10 ml à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml. Donc cette pipette, elle devra avoir été préalablement associée à la solution mère. On verse le tout dans une fiole jaugée de 50 ml. On complète la fiole jaugée jusqu'aux 3 quarts avec de l'eau distillée. On bouche et on agite pour homogénéiser. On rajoute de l'eau distillée jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide avec le trait de jauge. On bouche, on agite pour homogénéiser et la solution est alors prête. Vous deviez ensuite déterminer la concentration en masse de cette solution phi et montrer qu'elle était égale à 0,20 g litre moins 1. Alors, lors d'une dilution, la masse de soluté se conserve, c'est-à-dire que la masse de soluté qui se trouve dans la pipette jaugée est la même que la masse de soluté qui se trouve dans la fiole jaugée. Donc la masse de soluté prélevée à l'aide de la pipette jaugée dans la solution mère est égale à la masse de soluté qui sera dans la fiole jaugée, qui est le contenant de la solution phi, ce qui nous permet d'écrire que concentration en masse de la solution mère fois volume de solution mère est égal à concentration en masse de la solution phi fois volume de solution phi. On connaît V mère 10 ml, on sait qu'on a prélevé 10 ml de la solution mère. On connaît V phi 50 ml, c'est le volume de notre fiole jaugée. Concentration en masse de solution mère, eh bien c'est CM1 1 g litre moins 1, puisqu'on a prélevé dans la solution S1 de concentration en masse 1 g litre moins 1, et on cherche notre concentration en masse
numéro 2, donc la concentration en masse phi. Donc la concentration en masse phi sera égale à concentration en masse mère fois volume mère divisé par volume phi. Et on trouvait bien le 0,20 g/litre moins 1 comme indiqué. Alors, deuxième partie de l'exercice où la masse volumique intervenait, donc pour faire un peu le distinguo entre cette masse volumique et la concentration en masse. Donc on vous dit qu'on presse une orange, on récupère 44 ml de jus filtré de masse 45,4 g. La vitamine C réagit avec le diode et on vous dit en gras ici la concentration en masse en vitamine C d'une solution est proportionnelle au volume de diode versé. Donc première question, calculer la masse volumique ρ du jus de fruits. Eh bien la masse volumique c'est égal à la masse de solution divisée par le volume de solution. La masse de solution c'est 45,4 g, c'est indiqué ici. Le volume de solution c'est 44 ml, donc 45,4 g divisé par 44,010 moins 3 litres pour avoir la masse volumique en grammes par litre. Après vous pouviez aussi laisser le volume en millilitres et vous auriez eu la masse volumique en grammes par millilitre. On ne vous imposait rien ici, donc vous pouviez choisir de laisser le volume en millilitres, mais attention, en ce cas-là, la masse volumique est en grammes par millilitre. Alors, le résultat, nous l'avons ici, donc 1,03 10 puissance 3 g/litre moins 1, si vous avez mis le volume en litres, alors que si vous l'avez laissé en millilitres, eh bien, ça nous fait 1,03 g/millilitre moins 1. Donc attention, hein, la masse volumique, on ne vous imposera pas nécessairement l'unité, comme on le voit ici. Ça peut être des grammes litres moins 1 ou des grammes millilitres moins 1. Par contre, la concentration en masse, où on a la masse de soluté sur le volume de solution, eh bien là, c'est toujours en grammes litres moins 1. Vous voyez les concentrations en masse ici, grammes litres moins 1, concentration en masse, grammes litres moins 1. Donc ça fait une première différence. Hein. La deuxième différence, je réponds tout de suite à la question 10. On reviendra sur la 9 juste après. En quoi ces deux grandeurs associées à la même solution sont-elles différentes? Les deux grandeurs, c'est la concentration en masse et volumique. Eh bien, dans la masse volumique, comme on l'a vu, on parle de la masse de solution divisée par le volume de solution, alors que pour la concentration en masse, c'est la masse de soluté divisée par le volume de solution. Donc la différence intervient là. On a à chaque fois un quotient, à chaque fois on a une masse divisée par un volume. À chaque fois, le volume, c'est le volume de solution, mais la masse n'est pas la même. Masse de soluté dans le cas de la concentration en masse, masse de solution dans le cas de la masse volumique. Et enfin, question 9, calculer la concentration en masse en vitamine C du jus de fruits. Eh bien, on exploitait le fait qu'on avait une relation de proportionnalité qui nous était indiquée, et donc à l'aide d'une règle de 3 ici, on trouvait que la concentration en masse était de 0,34 g/litre moins 1, puisque on avait ici eh bien, deux informations qui nous étaient fournies. CM2, on l'avait déjà calculé, et puis il était donné là 0,20 g/litre moins 1, on a 2,8 ml de diode versé. CMJU, notre inconnu, c'est 4,8 ml, donc un produit en croix nous permettait de trouver la concentration en masse du jus de fruits. Donc ici, ça nous faisait CM2 multiplié par 4,8 divisé par 2,8 et on avait notre concentration en masse du jus de fruits. Donc la concentration en masse en vitamine C du jus de fruits. Donc là, pour cette activité, c'est fini. Alors cette activité, tu as bien maîtrisé, hein, reprenez-la tranquillement. C'est important parce que au devoir sur ce chapitre 5, vous aurez un exercice qui sera très proche et qui représentera une part importante du devoir. Un exercice sur, comme ça, c'est un exercice sur près de 10 points, quoi. Alors deuxième activité qui va nous introduire le chapitre 6 qu'on démarrera en présentiel quand on se reverra. Donc vous aviez des photographies de motos ici, vous aviez également donc 3 photographies de moto, on l'a dit. Ensuite, une photographie d'un gymnaste, et puis des questions autour de ces documents. Première question, le nom de toutes les trajectoires que vous connaissez. Eh bien, vous avez 4 trajectoires, disons, à connaître. La trajectoire rectiligne quand on est en ligne droite, circulaire quand la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, parabolique quand la trajectoire est un arc de parabole, et quand c'est aucun de ces trois-là, donc quand on a une courbe mais que c'est aucune de ces courbes
précité, eh bien vous dites que c'est curviligne. Curviligne, donc c'est en forme de courbe, une courbe non identifiée, mais c'est en forme de courbe. Voilà. Donc les 4 à connaître, ici, rectiligne, circulaire, parabolique, et curviligne quand c'est aucune des 3 précédentes. Donc rectiligne, la ligne droite, circulaire, arc de cercle ou cercle, parabolique, arc de parabole, et quand c'est une courbe qu'on n'a pas identifiée, on dit que c'est curviligne. Deuxième question, la trajectoire d'un point du casque sur les documents 1, 2, 3, eh bien on voit que si on prend un point du casque, la trajectoire, si on positionne par exemple le sommet du casque ici sur les différentes photographies de cette chronophotographie, eh bien nous aurons une ligne droite, donc la trajectoire est rectiligne. Oui, je reviens sur les documents, ce qu'on avait ici c'est des chronophotographies, c'est-à-dire des photographies prises à intervalles de temps réguliers, toutes les 40 millisecondes, qui étaient superposées. Et donc on les voyait comme ça au cours du temps. Donc on avait 5 photographies d'un motard dans 3 situations différentes, et plusieurs photographies, une quinzaine, d'un gymnaste qui faisait un tour autour d'une barre. Question... oui, donc question 2, on n'a pas fini. C'est même question pour un point du bout des pieds du gymnaste. Eh bien, on a au bout des pieds du gymnaste une trajectoire qui est, bon, alors, c'est pas exactement un cercle, mais on n'est pas loin d'une trajectoire circulaire, puisque l'extrémité des pieds du gymnaste, sa trajectoire forme un cercle. Donc on avait une trajectoire qu'on pouvait qualifier de circulaire. Vous deviez calculer la vitesse moyenne en mètres secondes moins 1 et en kilomètres heure moins 1 du point choisi sur les documents 1, 2, 3. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on tenait compte de l'échelle. Donc on avait une échelle 1/50e, on avait une distance entre le premier point et le dernier point qui était de 6 cm, mesurée à la règle. Comme on a une échelle 1/50e, donc ça nous fait 6 cm x 50, 300 cm soit 3 mètres. On a 4 intervalles, puisque entre ces 5 images on a 4 intervalles, chaque intervalle est de 40 millisecondes. Donc les 3 mètres ont été parcourus en 4 fois 40 millisecondes, donc en 160 millisecondes. On applique donc la formule qui permet de calculer la vitesse. La vitesse, c'est la distance sur la durée. La distance, on a dit 3 mètres. La durée, 160 millisecondes. 3 sur 160, 10 moins 3, 19 mètres secondes moins 1. À convertir en kilomètres par heure, 67 km par heure. Alors comment fait-on pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure? Bon, soit on retient qu'on multiplie par 3,6 pour aller de mètres par seconde à kilomètres par heure et qu'on divise par 3,6 pour aller de kilomètres par heure à mètres seconde moins 1. Si on s'en souvient plus, eh bien on réfléchit, hein, et donc 1 mètre par seconde si quelqu'un marche à raison d'1 mètre par seconde pendant 1 heure. 1 heure étant 3600 secondes, ça signifie qu'au bout d'1 heure, il aura marché 3600 mètres, puisqu'il aura parcouru 1 mètre par seconde pendant 3600 secondes, il aura donc fait 3600 mètres pendant 3600 secondes, donc 3600 mètres en 1 heure. 3600 mètres, c'est 3,6 km, donc il aura parcouru 3,6 km en 1 heure, donc 1 mètre par seconde, c'est la même chose que 3,6 km par heure. Donc quand vous avez une vitesse en mètres par seconde, vous la multipliez par 3,6 pour l'avoir en km par heure. On vous demandait de comparer ces vitesses moyennes, et bien la distance parcourue par le motard sur les 3 documents était la même, puisque le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes à chaque fois. La durée était aussi la même puisqu'on avait 4 intervalles de temps systématiquement, quels que soient les documents, on avait 4 intervalles de temps, donc la vitesse moyenne était la même. Alors par contre, sur la distance qui séparait un point du casque, c'est la question suivante, sur les différentes photos, eh bien, on remarquait qu'elle était constante dans le premier document, qu'elle augmentait dans le deuxième et qu'elle diminuait dans le troisième. Ce qui nous permettait de dire que la vitesse instantanée était fixe, hein, la valeur de la vitesse instantanée était fixe dans le premier document, elle augmentait dans le deuxième et elle diminuait dans le troisième. Pour le gymnaste, eh bien, on voyait que la distance entre l'extrémité des pieds du gymnaste, eh bien, elle variait. Elle était plutôt courte en haut et plutôt grande en bas, ce qui nous permettait de dire que la vitesse était plutôt importante en bas et plutôt faible en haut. Donc la vitesse variait avec un maximum en bas et un minimum en haut. Et à partir de là, vous deviez qualifier les mouvements sur 4 documents en utilisant les termes rectiligne, parabolique, circulaire, curviligne dans une première liste associée à une deuxième liste accélérée, uniforme, variée et ralentie. Donc pour le premier document,
c'était un mouvement rectiligne, puisque la trajectoire était une ligne droite, et uniforme, parce que la vitesse était constante. Pour le deuxième, c'était un mouvement rectiligne, parce que la trajectoire était une ligne droite, accélérée, parce que la vitesse augmentait. Et pour le troisième document, on avait toujours un mouvement rectiligne, puisque la trajectoire était une ligne droite, et ralenti, puisque la vitesse diminuait. Quant au gymnaste, eh bien, nous avions affaire à un mouvement circulaire, varié, puisque la vitesse variait au cours du mouvement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc une seconde vidéo reprendra la correction des exercices que vous aviez à traiter sur les préparations de solutions. Bonne journée, bon courage, travaillez bien.